enregistrement pour pas l'oublier. On les dort quand même 2 minutes, là à 15 on recommence. Le temps de capter quelques-uns. C'est bon? Okay. Ok, on recommence. De toutes les façons, c'est enregistré. Donc, on avait cloné le nouveau repo dans le manager 1. Ok, c'est à partir de lui qu'on va créer notre stack. Ok, donc dedans, il y a toutes les informations nécessaires à part le fichier .env. Donc, il va falloir ce qu'on peut faire même pour ne pas l'oublier. Je vais mettre .env. Je le renommerai en exemple par exemple. Comme ça, vous savez, c'est lui qu'il faudrait adapter et puis mettre les bonnes choses à la place. Donc, password, généralement on fait ça, on enlève les valeurs. Du coup, je reviens dans le terminal, je le commit. Lui n'étant pas dans les git ignore, il devrait être pushé. Donc je le fais. Ok. Je set mon upstream à ça. Ok, donc il le push ici. Au lieu de le créer comme ça, je pull la dernière version. Ok, ce qu'on vient de changer et je veux copier ou bien déplacer. C'est moi qui vois. Ok, je déplace .env. Il est où comme ça là? Il est là normalement. .env. Qu'est-ce qu'on a rajouté ici alors si c'est pas le .env? Ok, je vais pas pusher, j'ai juste mis le everything is up to date. Bon, je vais mettre un point exemple, on va voir encore, je le rajoute. Normalement il devrait pusher même. Je commit à ça et je le push. Ok, git pull. Laisse tirer là. On n'a pas le env ici là. Git remote-v pour m'assurer que je suis sur le bon. Mon B, ok. Ici encore git remote-v. Ok, je m'assure que la branche est la bonne. Docker Swarm.
Ah, ici je suis dans le main, c'est sûr. Git branch. Ah oui, c'est ça. Je requête sur Swarm. Bon, pas de... ok. Là, je devrais avoir le manage en va. Git pull. Origine docker swarm. Ok. Donc là, je devrais avoir le fichier env. Donc je le déplace à .env parce que je sais celui-là on a besoin. Du coup, j'utilise vim ou bien nano pour l'éditer. Donc je mets .env comme ça et puis on donne le nom de la... Tout ça là, ce qu'on fait là, c'est petit parce que c'est deux valeurs simplement. Mais l'objectif, c'est de ne pas pusher des valeurs sensibles dans les repos. Ok. Donc je peux venir juste copier tout ça là, le supprimer et puis l'afficher. Généralement, c'est les tokens que vous mettez, les API tokens, les bases de les trucs, comment on appelle, les mots de passe des bases de données. Mais plus loin, vous verrez qu'il y a des gestionnaires de secrets externes. Okay. Au lieu de mettre comme ça, là, tu vas lui t'authentifier avec un moyen d'authentification. Tu lui demandes un secret donné. Okay. Il y en a comme HashiCorp Vault ou bien GitHub Seal Secret ou comment même, j'ai oublié le nom. Il y en a plusieurs, mais Vault est le plus populaire sur le marché. Okay. Donc cette fois-ci, on a le .env qui est là. Du coup, on peut venir utiliser la commande docker stack. Donc je l'avais déjà, je vais juste la rappeler. Ok. Et puis on va l'adapter. On a docker stack deploy. Le nom du compose file ici là, c'est stack.yml on avait mis. Ok, je me rappelle plus si c'est yml ou bien yaml, mais moi généralement je mets yaml là. Ça m'étonnerait que ce soit juste. Ok. Online shop ls. On a compose stack. Ok, donc c'est l'autocompletion qui ne marche pas, donc on va l'écrire pareil. Donc c'est yaml. Et nous, notre stack cette fois-ci, là, ça va s'appeler online shop. Même si notre stack, elle est un peu biaisée parce qu'il n'y a qu'un seul microservice dedans. Mais dans la vraie vie, tu vas avoir plusieurs microservices dans la même stack, ok? Donc, additional property, replica is not allowed. Ok. Donc, on va voir ça, c'est ici. Deploy replicas. On a mis en comme au pluriel ou au singulier. On va voir. Donc je reviens dans stack. Deploy replicas. Ben oui. Validez avec moi. Hein. Regarde ici, on a deploy replica 2. N'est-ce pas? Donc il me dit online shop deploy additional property. Replias. Ok, c'est pourquoi des fois là, tu peux écrire quelque chose et voir autre chose. Ok, et voir autre chose et écrire quelque chose. C'est replica, not replias. Tu vois l'erreur? Ok, donc c'est pourquoi s'il y a la doc à côté, il faut toujours la prendre celle-ci, ou bien si tu as des exemples de base sur lesquels ça marche, là tu vas avec ça direct. Ok, donc là je suis obligé de rajouter ça dans Git. Ok, je mets git add, je mets git commit. Ok, update replica name par exemple, git push. Git push, on a notre upstream qui est set à Swarm. Donc je mets git pull. Je récupère ça. Origine docker swarm. En fait, il a la bonne valeur. Du coup, je mets docker stack deploy compose file stack et puis le nom de la stack. Donc là, il ne se plaint pas, il va créer notre application. Il va y aller dans le Docker Hub, pouler mon image et puis essayer de le lancer.
Ok. Donc quand on met docker stack ls, on a bien nos deux stacks. Vous vous rappelez, ça c'est la première stack qu'on avait créée. Elle roule toujours. On a aussi maintenant online stack, mais qui a un seul service. Donc je mets docker service ls. On a les autres services, puis notre online shop qui est là. Ok. On voit bien qu'on a 0 sur 4 d'abord. Donc lui n'est pas encore prêt. Pour X raison, on va voir tout de suite. Donc j'utilise la commande watch. Watch c'est une commande de Linux qui permet de voir les changements en temps réel d'une commande en fait. Je vais essayer de le réexécuter à chaque fois. Donc on va voir ça. C'est quand même bizarre là. Normalement il aurait pu pouler ça depuis. Je vais juste m'assurer que on est bon. Git pull avec cette image là. Je dis git pull, pardon, docker pull. Ah. Ok. Je vois. En fait, je l'ai buildé sur une machine ARM64. ARM64, c'est une architecture de machine en fait. Les Mac M1 et consorts là utilisent cette architecture. Ok. Donc lors du build, on va lui dire d'ajouter l'architecture AMD64. Ça c'est l'architecture Intel qui est utilisée par la plupart des personnes. Ok. Donc on vient ici. Docker build add architect ARM64. Donc on a l'option build Docker build multi-architect là, si j'y arrive. Ok. Donc dessus on a je vais voir si c'est un Dockerfile. Bah, lui il utilise le build create là. Create image map. Ok. Donc on va utiliser la même chose, mais avec build X cette fois-ci. Lorsqu'on vient ici dans Docker, vous vous rappelez Docker, lorsque j'avais mis "-h", on avait l'option de builder par exemple à local via la commande classique et puis le build X là par exemple. Ok. Donc quand je mets Docker build, normalement il est censé invoquer cette commande là, je pense. Mais lui là, il est un peu nouveau. Ça permet de créer sûrement de façon automatique avec toutes les architectures. On va voir ça ensemble. Donc je mets docker build x create. Ok. Je mets "-h" encore. Donc ici on a build x option context endpoint. Ok. Ainsi de suite. Voilà. Donc dans les plateformes ici. Donc on peut lui passer les plateformes qu'on veut lui rajouter dans notre image. Donc ce qu'on va faire. Je reviens à local. Je copie ça. On va rebuilder notre image pour qu'il prenne l'ARM AMD64. Vous n'aurez pas ce problème parce que pour ceux qui ne sont pas sur les architectures M de Apple par exemple. Ok. Si vous avez un processeur Intel, il n'y aura pas ce problème. Il va le builder comme par défaut. Donc ici, je mets ça. Ensuite, notre image là s'appelait comment même. Je viens ici, Docker Images. C'est ça, online shop. Du coup, je ne vais pas écraser l'ancien, mais je vais lui garder par exemple avec le tag 1.0.1. Ok. Je mets toujours le "-h" pour voir d'autres options. Donc build x option connect new builder.
Instance. Je pense pas que ce soit notre solution parce que lui il demande les builders à distance là. On va le voir localement. Sans passer par le build X là. Je pense que on est capable de le faire avec Docker build lui-même. Ok, c'est ça. Ah bon, c'est le build X encore là. Comment on peut le faire nativement? Docker build. Ok. Voyons ça. Docker build X use name my build node. Ouais. Ok, bah. Let's go. And check that. Ouais, il nous faut cette instance là. How to build a different architecture Docker without build X. Donc il y a quelqu'un qui a mis un blog ici, on va aller le consulter. Ça a l'air costaud cette affaire là. Ok, regarde ce qu'on va faire. Nous-mêmes on a tout ce qu'il faut pour le builder sur le parce qu'il n'y a pas de plus-value qu'on passe trop de temps là-dessus. On va le builder ici et puis le repusher dans mon Docker Hub. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc, je refais mon Docker build ici, là. On fait pareil pour ne pas perdre du temps sur un truc qui ne va pas nous intéresser tout de suite, là. Donc, je recopie la commande. Cette fois-ci, je fais mon build dans le manager. Parce que le manager, lui, son architecture, c'est déjà AMD 64. Ok? Quand je fais comme ça, etc. Je pense que je peux l'avoir ici, Cyril. Ok. Il l'affiche pas ici, là, mais il y a un fichier où on peut récupérer l'architecture. Bon, bref. Je le rebuild ici à local, mais cette fois-ci, je vais utiliser la version 1.1 là, parce qu'on a déjà notre Docker file ici. Donc, lui, il va builder avec l'architecture AMD 64 directement. Bon, un mot simple avec les processeurs Intel. Ok? Donc, il rebuild tout ça. Parce que pour builder avec le BuildX, il faut que j'aille me créer un compte. Je pense qu'il y a des options open source là, mais ça, je vous laisserai le faire. Vous allez dans Docker, vous créez un compte. Quand j'ouvre le Docker Desktop ici, là, par exemple, ok. On a Build, Builder Settings, ok, Desktop Linux. On a Default. C'est par où je peux créer un là. Il va falloir rechercher, mais on est capable d'aller créer un builder dans le cloud. Dans le cloud de Docker en fait. Bon, on laisse ça pour le moment. On continue sur notre tâche ici. Et déployer notre stack. Ouais, Kerfala. Vas-y. Non, 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 non. Eux, ils ont tout le matériel nécessaire pour avoir un processeur Intel ARM. Ok? Regarde, on va créer un compte Docker.
create a builder. Je voulais pas qu'on passe plus de temps dessus, mais on va y aller voir comment créer sur le Docker. Docker login, create a free Docker builder. Moi, je l'ai jamais utilisé les builders là, mais ça qu'on avait lu dans la documentation au début. Ok, voilà le Docker Build Cloud, c'est lui dont je parlais là. Ok, donc Docker Desktop. Ok, on a Cloud Desktop Default par exemple avec Docker Desktop. Ok, quand on vient ici, Desktop Linux. Ok, tu vois, voilà les différents plateformes supportées. Ils ont du ARM64, ils ont du AMD64. Ok, donc même localement, on est capable d'utiliser ces builders-là. Le default, il est là. Ok, on peut l'appeler default par exemple. Et pour bien Linux. Celui de Linux, là, on peut l'appeler. Donc, il s'appelle Desktop Linux. En attendant que lui, il a fini de builder. Ok, on revient sur ça quelque fois là, enfin, vers la fin. Ok, on va déployer d'abord notre stack avec cette architecture. Ok, ça te va? Donc, je mets Docker Login ici. Parce qu'il vient de builder la nouvelle image avec la version 1.1.0. Mais celle-ci, elle ne se trouve pas sur mon Docker Hub. Il va falloir que je la rajoute. Donc lui, il n'a pas de browser. Je vais directement, j'entre le code. Puis je valide. Donc il est connecté. Login success, du coup, je peux le pusher. Docker push. Ok, bon, il faut que je cherche ou bien que j'annule cette commande. On va le pusher. On revient à local. On modifie ça. On modifie notre Docker Compose file. Notre stack file plutôt. Pour qu'il va chercher notre nouvelle image avec l'architecture ARM64. Et AMD64 plutôt, excusez-moi. Come on. Ok, AMD64. On va y arriver. Git push. Donc ici, il a fini de pusher. Du coup, quand je mets git pull origin Docker Swarm, il me le récupère. Et on va rebuilder notre stack. Ok. Stack. Comme ça. En retapant la même commande avec le même fichier, il va voir qu'il y a eu des changements. Normalement, il va essayer de le restart. Ok. Donc tu vois, ignore une unsupported option restart. Bon, il ne supporte pas ça, mais après on va la lever. Justement, Docker Stack et Swarm, c'est ça la différence. Tu vois, il a vu c'est ce qui a changé. Il a fait la mise à jour de notre service. Donc quand je mets Docker Service ici, je mets ls. On a encore ici les 4. Et lorsque je mets Docker PS, ok, Docker PS, on recherche notre online shop. Ok, Docker Service ls. Je vais supprimer l'autre service pour qu'on se retrouve rapidement là. Docker Serve Stack RM Vote. On a fini avec cette application, on va la supprimer donc quand je mets Docker PS cette fois-ci, okay, on lui donne le temps de supprimer le tout. Donc Docker Service ls, ça me donne maintenant plus que ça là, ok, notre online shop. Sauf que on voit que on a toujours 4 PS. On a ça. Quand je mets ça, ok, on a au moins un qui est up là.
on va lui donner le temps de supprimer les autres. Maintenant, il a pu aller chercher la bonne architecture, ok? Donc, je reviens, docker stack service ls plutôt. Ok. Ok, on voit qu'il est en train de stamp les services comme op une à une. Lorsqu'il finira le tout, on aura 4 sur 4 ici. Ok, il essaie de les monter, mais lorsqu'il monte, c'est comme il échoue à un certain... Ok, il y a un problème, soit d'accès avec la base de données ou bien quelque chose. On va valider ça tout de suite. Ouais. Kerfala. C'est ça, c'est ce que je vais aller faire. Stack, d'abord dans un premier temps, j'ai juste que déployer un pour être sûr que ça va. Le restart, on n'a plus besoin de lui. Donc, je rebuild le stack. C'est lorsqu'on a un seul service et lorsqu'on a un seul conteneur, c'est facile de se retrouver avec les logs en fait. Ok. Au lieu de prendre tous les logs de tous les conteneurs en même temps. Docker stack hash, je pense que non, on ne peut pas voir les logs au niveau du stack, c'est au niveau du service. Ouais, au niveau du service, on est capable. Donc, on a logs. Le nom de notre service est un nom bizarre. C'est ça, online shop. Je commence à fatiguer là. Ok, donc on dit reason filed, worker file to boot. Shutdown master. Ah. Ok, c'est secret key error value là. Ça c'est une erreur côté Django là? Parce qu'il y avait comme un secret key qu'il fallait définir ici, non? Oui. Où ça? Config, ok. Settings. C'est quoi son nom? On va le rechercher rapide. Moi-même, je l'ai vu qui quelque chose là. C'est ça? Il a? Ok. Le fichier, il est où? C'est où on peut aller le lire? Non, c'est ce qui est là, non, secret key là. Attends, on te reçoit très mal. Regarde, il y a le setting.ini, c'est comme il n'est pas venu. Attends, ok, lui il était ignoré, il faut qu'on le rajoute, c'est ça le problème, ok? Celui-là, le fichier là, c'est normal que ça marchait pas. Non, 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 c'est pas grave. Tantôt ça marchait à local. Tu vois, le fichier settings.ini n'existe pas. Donc, il faut qu'on le crée. Non, non, on va pas le pusher comme ça. C'est important qu'il soit dans le git ignore. Ok? Parce qu'il y a des informations sensibles dedans. Donc, tu vois ici, là, on a même... Ça, là, c'est public. Donc, si on pousse ça, c'est pas bon. On a le mot de passe et puis on a le... Quelqu'un peut se connecter dessus et faire ce qu'il veut. Ok? Donc, au lieu de ça, on va le créer ici, là. Donc, il est là. Je m'assure juste que c'est le bon nom que j'ai mis. Settings.ini. Je renomme. Ok, c'est bon qu'il
C'est normal, je voulais dire qu'il chiale parce que on n'avait pas le fichier ici. Donc settings.ini, je pense qu'on est bon. Donc on va recréer notre stack, ça devrait être correct maintenant. Parce qu'il a marché à local sur ma machine. Ok. Donc ici on met docker service ls. Ok, donc on a sur 1, on lui donne un instant. Ah oui, il faut rebuilder encore. Il faut rebuilder. Oh là là, build. Donc build et push. Oups, pas pull, push plutôt. Donc on push, il overwrite ça. Comment ça fatigué là? Ok, maintenant on régénère notre stack. Donc il update le tout et si tout va bien, cette fois-ci on devrait être bon. Donc on dit watch. Ok, donc on est 1 sur 1, cela veut dire que tout marche, on est correct. Ok. Et quand je log encore, je log les logs du service. Tu vois, les logs du service, c'est intéressant parce que dans un service, on peut avoir des milliers de conteneurs. Ok. Donc, s'il fallait y aller dans chaque conteneur, regarder ce qui n'a pas marché ou ce qui a marché, on allait passer assez de temps dessus. Ok. Donc, on s'assure juste que le ls il est bon depuis 1 minute. Ok. Donc, je reviens. Comme tout de suite là, on va prendre l'IP public de DigitalOcean. C'était quand même... C'était... Bon. L'IP public, il est là. Et le port sur lequel on expose, c'était quoi? Le port 80. Ok. Donc, on a directement le port 80. Du coup, j'envoie juste la requête sur l'IP comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Ça a assez tourné là. Je log. C'est-tu les anciens logs qui sont là ou c'est quoi? Docker ps. Docker service ls, il tourne sur quel node? Ok, on a quand même accès, c'est un peu là, mais on a accès. Ok, donc tu vois ici, on a l'IP public sur le même port. Ok, donc normalement vous pouvez faire ce que chacun n'a qu'à se créer son compte et accéder à l'application. Ok, moi aussi je vais faire l'effort de me créer un compte. Vous utilisez le même IP, ok, pour tout le monde. Bon, n'importe quel IP de nos différents nodes d'ici là. Ok. Espérons qu'il me laisse passer parce que j'ai la flemme. Eh, cet email existe déjà, où il a pris? Prévoyez votre application là. Et on vient de la déployer, il me dit que mon email existe. Ou bien vous aviez mis moi. Non, il n'y a pas raison. Ah, attends, est-ce que c'est pas parce qu'on utilisait la même BD et je l'ai lancé à local? Ok, c'est bon. Ok, bref, ça là, ça a marché. Ok, c'est que Haruna voulait que je vous montre avant là. C'est vrai que je fatigue aujourd'hui comme pas possible là. Ce que je vais vous montrer en dernier lieu, c'est d'utiliser une base de données managée. Okay? L'avantage d'une base de données managée versus une base de données que tu gères, c'est que ça là, tu te soucies pas des problèmes qu'il peut y avoir derrière. C'est ton cloud provider qui va le gérer. Okay? Quand on met DigitalOcean comme ça, par exemple,
Wow. Ok, on va ensemble aller chercher où on peut trouver ces bases de données managées. Ok, ok. Avant ça, d'abord, je vous avais promis de vous parler du concurrent de Docker Swarm. Ok, voyez-vous, Swarm est moins complexe et très accessible. Ok, mais à haute échelle, il ne peut pas gérer autant de conteneurs que ça. Ça se discute. Hein. Il y a la team Swarm et la team Kubernetes. Et moi, je fais partie de la team Kubernetes. Ok. Kubernetes, c'est un projet lancé par Google qui a gagné la bataille d'orchestrateurs de conteneurs. Okay? Même la société qui édite aujourd'hui Docker, la société qui s'appelle, comment on l'avait appelé même, comment, j'ai oublié. C'est Mirantis, ok? Mirantis eux-mêmes offrent des services Kubernetes, ok? Et ils offrent que le support presque minimum à Docker Swarm. Si vous voulez à long terme, je ne sais pas si Docker Swarm va survivre encore très longtemps là, mais entre guillemets, il est moins utilisé sur le marché, ok? Regarde, part de marché, comment? Swarm. Il y a d'autres mêmes projets, ils sont morts déjà, comme Mesos là, où Kubernetes a fini est devenu le projet de facto, le projet standard, ok? Donc regarde, par exemple, quelqu'un compare ici les trois là en 2023, ok? Donc Mesos aussi c'est un orchestrateur de conteneurs qui est sous la fondation Apache. Mais parmi la guerre était au début dans les années 2015-16 là, au début c'était entre eux trois là. Ok, mais c'est comme lui là, c'est Kubernetes, il a remporté un peu la bataille. Lui, il est très complexe. Pour le maîtriser, il te faut encore un peu de choses là-dedans. Par contre, Docker, pour un nouveau apprenant, là, c'est très très facile pour rentrer dans le monde de l'orchestration de conteneurs. Tu vois, on n'a pas eu à installer plein de choses. Docker était déjà là. On a juste instancier quelques commandes pour créer notre stack. Mais lui là, tu vas voir, il requiert plein de dépendances et plein de connaissances pour l'administrer. Mais c'est le plus utilisé sur le marché. Ok? Il y a presque moins d'offres d'emploi sur Swarm. Swarm va toujours marcher. Hein, et moi, comme je vous le disais, je l'ai utilisé en production. J'ai commencé avec lui. Ok, Docker Swarm. Et j'étais à l'époque carrément Team Swarm. Ok? Mais à travers le temps, les choses changent. Moi, je veux juste voir les chiffres là quelque part. Ben, bon, lui, c'est un gros article qu'il met. On va aller chercher ailleurs. Bon, allons sur GitHub. Vous allez voir, c'est plus facile de les comparer ici, ok? Tu vois, Kubernetes, c'est un projet open source donné par Google. Tu sais, avant même Docker, je vous disais que les grosses entreprises faisaient de la containerisation avant, ok? Donc, pour comparer des projets généralement open source, on vient sur GitHub, on regarde le nombre de likes. Tu vois, Kubernetes, c'est vraiment la star. 111 000 likes pour un projet open source sur GitHub, ok? Prenons, je ne sais pas si Docker, vu que c'est propriétaire, ils le font ici, je pense pas. Docker Swarm, je pense pas, mais on va voir. Swarm exemple, non, eux ils publient pas leurs trucs sur. Mais Mesos, lui, il est open source, ok, Mesos, c'est comme ça l'écrit. Mesos, Apache Mesos, ok, GitHub. Ça c'est un bon moyen de savoir la popularité des choses. Tu vois, de 110 000, on est passé à 5.4. Ok. Docker, qu'est-ce qui se passe? Docker a vraiment démocratisé la chose, démocratisé les conteneurs, mais à large échelle, aujourd'hui, il est moins utilisé. Tu vas voir ce qui nous permet de rouler les conteneurs, ce qu'on appelle le container engine. Ok. Docker utilise jusqu'à présent un outil qu'on appelle Containerd. Maintenant, pour que la concurrence puisse créer des solutions aussi comme Docker, là, il fallait comme standardiser les choses. C'est là qu'ils ont créé ce qu'on appelle l'Open Container Initiative, OCI.
Ok. C'est une sorte d'initiative, ok? C'est une sorte de gouvernance qui permet de gouverner comment on crée des conteneurs sur le marché, ok? Aujourd'hui, avant c'était Docker simplement qui était majoritaire sur le marché, mais Docker eux-mêmes, ils ont externalisé Containerd, ils l'ont open sourcé. Donc, au lieu que les gens se mettent, avant Kubernetes utilisait Docker lui-même pour rouler ses conteneurs. Mais depuis que Containerd, lui, il est plus léger. C'est lui, en fait, qui te permet de rouler ton conteneur et puis de l'arrêter dans le corps de Linux, en fait. Donc, Kubernetes récupère celui-ci et le manage directement pour créer ses conteneurs et consorts. Ok? Bon, bref, sachez qu'il est là. Pour ceux qui veulent encore savoir plus sur l'orchestration, lisez dessus, regardez quelques vidéos, ça vous donnera un peu l'idée c'est quoi. Aujourd'hui, je résume. Docker Swarm reste utilisé par quelques entreprises et puis à bas échelle, il répond très bien. Demandez peut-être Haruna sur Nimba, peut-être il l'utilise et ça marche très bien. Ok? Selon ton besoin, la grandeur de ton projet, Docker Swarm peut être une solution adéquate pour ton besoin. Mais à large échelle, encore une fois, là, le choix est plus porté sur Kubernetes. C'est bon jusqu'ici ou bien il y a des questions? C'est bon pour tout le monde ou il y a des questions? Ok, c'est bon. Je manque d'énergie là. On va essayer maintenant d'utiliser une base de données managée. Au lieu qu'on utilise la base de données qu'on a créée sur Docker là-bas, là, on va utiliser le service cloud pour le créer. Ok? Donc tu vois ici, j'ai recherché juste ici database. C'est la première fois encore une fois que je l'utilise, mais c'est très intuitif encore une fois. Donc je clique sur Create Database. Je sélectionne la région ou la plus proche de chez moi, là, comme on l'avait vu. Tu vois, il y a plusieurs types de bases de données managées. Nous, celle dont on a besoin, c'est Postgre. On pouvait sélectionner d'autres aussi types, mais on sélectionne Postgre parce que c'est notre besoin à nous. Côté disque, c'est le SSD encore qui est le moins cher que le NVMe. Le NVMe, c'est un peu la nouvelle norme des disques en fait. C'est côté disque, on est passé des disquettes. Je pense que aucun de vous ne connaît, n'a utilisé les disquettes comme moi. Après ça est venu les CD, après les disques durs, les USB, les RAM, ainsi de suite là. Donc c'est rendu aux SSD qui sont plus rapides. Pourquoi sur ta machine, si elle a du SSD, tu vas voir, c'est plus rapide parce que ça roule plus pour chercher l'information. C'est en mémoire. Donc, les NVMe encore, c'est une norme un peu plus rapide. En écriture, c'est un peu supérieur au SSD. Okay? Donc, c'est ce qui fait que c'est un peu plus cher que le SSD. Donc, mais nous, pour notre besoin, le SSD suffit largement. Tu vois, pour une base de données managée, là, ça te coûte $13 par mois avec un corps de CPU et 1 giga de RAM. Pour notre besoin, encore une fois, ça nous suffit. Mais pour une large application comme Orange Money, cette base de données ne peut pas supporter sa charge. Okay? Mais pour nous, ça nous suffit largement. Ensuite, on vient ici, storage. Combien de taille de disque tu en as besoin? Juste 10 gigas nous suffit largement, moi, pour nous. Ok? Ici, tu peux lui donner le nom que tu veux. Par exemple, DB Postgres Online Shop. Oui, Kerfala Online Shop. Regarde, tu as vu, il y a 4 vCPU là, il y a 4 corps de CPU à 8 Go de RAM. Celle-là encore, elle est plus performante. Si on veut encore plus, il y en a d'autres encore. Regarde, 16 Go de RAM et 6. Mais ça coûte encore plus cher pour ce type de base de données. Tu comprends? Parce que la base de données, c'est des processus qu'elle va rouler en arrière-plan. Donc ça demande beaucoup de puissance. Regarde, avant, sur mon ordinateur là, je ne pouvais pas partager mon écran et enregistrer en même temps, n'est-ce pas? Donc j'ai changé d'ordinateur plus puissant. Maintenant, je suis capable d'enregistrer et de parler en même temps avec la vidéo. Tu comprends? Parfait. Donc pour nous, là, ça nous suffit largement. OK? Ok, donc le nom de la base de données, on va l'appeler Online Shop. Les tags, si vous voulez, vous mettez ça, c'est pour après les filtres. On la crée.
Invalide cluster with tune off. Qu'est-ce qu'il nous veut? Moi, je veux pas un cluster, je veux juste une BD. I just need 1 dB. Ou bien on est obligé d'avoir un cluster. Oh là là. Bon, c'est pas nous qui payons, c'est Monsieur Haruna. Ok? Et lui aussi, je pense c'est gratuit. Où je choisis les clusters. Total database cluster. Two nodes are supported. Où je peux trouver le nombre de nodes là? J'ai dû sauter quelque chose. Ok, donc on a ça. On a Mongo. Et Postgres plutôt, pardon. Irrégulier. Jusque là on est bon. Le type de base. Le disque 2. Create a unique database. Ah, ok, ok. Peut-être c'est à cause du fait que j'ai changé ici. Lui, il va générer, je sais pas, mais ça me fait douter là. Je sélectionne le projet. Primary node, storage, total. Je vois pas d'option pour choisir. Je vois pas d'option pour choisir le nombre de nodes. En fait, il veut, vu que c'est un cluster qu'il veut, c'est normal. C'est un cluster concret avec la base de données. C'est normal d'avoir au moins 2 machines. Parce qu'un cluster avec une seule machine, ça n'a pas de sens. Mais dans l'interface, je ne vois pas l'option de sélection. Bon, je vais changer, je vais revenir sur New York. On va voir encore si ça change quelque chose. Donc, on a sélectionné la base de données. Ici, on a sélectionné le basique. Ici, on a sélectionné ce plan. Le storage, on n'a pas changé parce que c'est tout ce qu'on veut. Projet. Et je vois pas d'option où il me demande. Oh là là. On va prendre ça et aller sur Google comme message d'erreur. DigitalOcean. DigitalOcean. Create database. Error. Honnêtement, là, j'ai pas trop envie de troubleshooter ça parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il veut. On ne voit pas l'option. Ok, regarde, je vais prendre une BD Mongo et Mongo là juste pour essayer s'il fait la même chose. Ouais, Mongo a l'air de passer sans problème. Ok, quand je reviens ici, je prends le défaut Postgres. Pourquoi Postgres il faut forcément un cluster? Donc si je fais ça, je change rien. Ok, bon. On n'a rien changé, on a laissé les par défaut. Ça a marché cette fois-ci, donc on ne demande plus c'est quoi le truc maintenant. Ici, tu vas y avoir les informations de connexion. Ok? Tu vois ici, on a DO admin, le username par exemple. Donc on va venir, cette fois-ci dans notre stack, venir changer comment il s'appelle, settings.ini. Ok? Donc là, on veut changer de base de données. DBuser, ce n'est plus Postgres par défaut. C'est plus DO admin. Ensuite, le mot de passe là, je vais l'afficher en clair, mais c'est pas recommandé, surtout dans un partage ici là. Donc, je change le mot de passe. Ouais, on va essayer de faire tout ça là rapidement dans 9 minutes.
Ensuite, le port. Tu vois, le port par défaut, on utilise rarement les ports par défaut pour ne pas aiguiller les hackers dessus. Parce qu'il y a des bots qui scannent les ports par défaut connus, comme 5432. OK? Ensuite, le host, c'est ça. Tu vois, ils ont généré un DNS pour nous. OK? Donc, ce n'est plus l'IP qu'on a, là, c'est un DNS. Donc, c'est ça. Normalement, on devrait pouvoir builder et redémarrer. OK? Donc, on build notre image. Mais cette fois-ci, on va utiliser pour cette connexion-là 1.2. OK, on sait que c'est cette BD-là qu'on utilise. OK, ensuite, ici, je vais la pusher. OK. Ensuite, je vais éditer. Je vais éditer le fichier stack.yaml pour lui spécifier maintenant de déployer la version 2. On est en train de faire une release upgrade là. OK? Donc c'est ça. Et puis on deploy. Donc lui va faire son update du service. Il est en train de l'update. Il a fini son update. Donc normalement si on met service ls. OK, il a déjà fini. Il a déployé sur le 1.2. On voit bien que c'est là. OK, quand je viens, j'enregistre et j'essaie d'y accéder à la page. J'aurai toujours ça, sauf que cette fois-ci, quand je vais essayer de créer mon utilisateur là, bon, la page n'est pas bonne. On va revenir à la racine. Il dit quoi? Il ne retrouve pas cette adresse là. OK. Digital Ocean nous a donné une adresse et lui, il ne le résout pas. Ouais. Est-ce qu'il ne faudrait pas le certificat là pour y accéder? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Encore. Connection refuse to host name. OK. Donc connection refuse. Regarde ce que je vais aller faire. C'est de rentrer. Oui. Vas-y. J'avais mis à tout. Ça devrait passer. En fait, c'est la connexion entre l'application Django et la base de données qui ne marche pas. Mais je valide que au moins on peut le pinguer à partir de là ou pas. Donc, quand je mets Docker service PS, et puis notre, bon, je vais le lister d'abord, puis le mettre ainsi. Donc on a ça qui est en train de rouler. Je peux, il roule sur le manager 1, heureusement. Okay. Donc je peux faire le exec IT bin bash no such container. Pourtant, on l'a vu, il roule sur le manager 1, right? Come on. Ok, bon, écoute. Je vais mettre les logs. Docker service ls, Docker service logs. Ok. Problème, il affiche les anciens logs de l'autre là. Oh là là. Ok, bon. Quand je lui mets ça, ns lookup. Bon, regarde ce qu'on va faire.
Je veux prendre les infos de connexion de Digital Ocean là. Je vais essayer de me connecter avec, comment il s'appelle, avec pgadmin. On va voir si c'est correct d'abord à ce niveau. C'est assez fatigant là, honnêtement, je trouve. Register. Ocean. Je mets ça. Je reviens, je prends le port. Ah, attends. Est-ce que c'est pas à cause du default DB qui n'est pas config de l'autre côté? Mais on valide d'abord ici. Ok. On a dit quoi? DB. Ok, ça c'est le port. Come on. Ça c'est le port, ça c'est le user. Ça c'est le user, ça c'est le password. Ça c'est le password. Donc maintenance DB, on va prendre la default, la base de données par défaut. Je pense que c'est à cause du SSL. Il faudrait qu'on rajoute ça dans notre conteneur, mais on va le faire tout de suite. Bon, il ne reste que 2 minutes là. Ouais, il ne reste que 2 minutes. Donc quand j'essaie de me connecter là, donc on voit bien que j'y ai accès publiquement. Ok, j'ai accès à la base de données. Tu vois, Digital Ocean, ainsi de suite là. Donc on se donne 15 minutes de supplémentaire pour bien terminer. C'est bon pour tout le monde? Ok, dans ce cas, on se donne rendez-vous à peut-être plus. Je vous laisserai avec Mahfouz et puis continuer dessus. C'est bon? Merci les gars, ça a été un plaisir de... Rapidement, 2 minutes là, 1 minute maintenant. Mhm. Regarde Maria Masso, on se parle directement parce que ça se coupe là. Ça se coupe, on se parle sur WhatsApp. Je t'appelle sur WhatsApp. C'est bon? Les autres, bye, salut. Je vous envoie les vidéos après. Je vais publier sur le YouTube. C'est bon?